Nous allons reprendre pour une troisième et dernière conférence de la matinée avec donc Magali Legal et Thomas Santignac. Une conférence intitulée « Prendre soin, la créativité et l'innovation au service du manager ». Donc Magali Legal, vous êtes art thérapeute depuis septembre 2022 à l'INECAT, Paris. Donc c'est l'Institut national d'expression, de création, d'art et thérapie. Et vous êtes également formatrice et précédemment bibliothécaire en université. Et Thomas, vous êtes responsable de bibliothèque à Sorbonne Université. Je vous laisse donc la parole. Merci. Effectivement, je suis responsable d'une bibliothèque à Sorbonne Université. Je suis aussi en charge sur le campus de Jussieu. Il y a 6 bibliothèques de l'événementiel participatif. Et depuis de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup au sujet de l'innovation, de la créativité. Pour ça qu'on va pas mal en parler. Oui, donc moi j'ai été bibliothécaire pendant 14 ans et depuis donc septembre 2022, je me forme pour devenir art thérapeute. Je suis également accompagnante bénévole en soins palliatifs depuis 1 an et depuis le mois dernier, je suis stagiaire en art-thérapie en soins palliatifs aussi, donc j'y passe beaucoup de temps. Je m'intéresse aussi beaucoup aux questions de la pensée visuelle et de la créativité. Voilà, comment ça peut nous accompagner dans notre quotidien professionnel. Pour parler un peu du contexte de notre présentation, en fait, le mot du care, aujourd'hui, on l'entend beaucoup à toutes les sauces. Il y a le domaine professionnel s'empare vraiment de ce sujet. Il y a beaucoup de formations qui sont proposées aussi en lien avec le care en milieu professionnel. Je peux citer un MOOC la dernière édition vient de paraître au mois de mai, qui s'appelle Manager par le care pour engager les équipes. Donc ça, c'est le CNAM de Paris avec c'est Cécile Dejoux qui est figure de référence dans le domaine quand même des questions RH et qui donne beaucoup de formations sur le sujet. Et donc elle parle du care et en gros, le MOOC parle du self-care, du team care, du planet care. Et donc ça nous a beaucoup parlé. C'est quelque chose qui aujourd'hui nous semble capital à aborder. Mais en même temps, il y a d'autres types de formations qui abordent le care, mais d'une façon qui pour nous est... souvent on essaie d'avoir des apports transdisciplinaires sur le sujet du care par rapport au monde professionnel. Et il faut le dire, des fois ça tombe un peu à plat. Je peux donner un exemple. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros c'est une formation, un master dans une université française, avec un parcours et une présentation qui est vers une bienvivance, une approche du care et du leadership capacitant et vibratoire, même à distance, we care, we can. Bon, ça... Aujourd'hui, il n'y aura pas de leadership vibratoire. On est bibliothécaire, on a une posture de bibliothécaire, ancienne bibliothécaire. Du coup, c'est vraiment ce point de vue-là, nous, qu'on adopte quand on parle. Et c'est vrai que donc, le mot bienveillance, il est usé à la corde, néanmoins, il dit des choses sur la posture qu'on souhaite avoir en tant que manager en bibliothèque. Et d'ailleurs, il y a quand même une spécificité des bibliothèques. Et la question, c'est est-ce que la spécificité des bibliothèques est compatible avec le care ? Alors pour nous, évidemment, oui. On a tous les ingrédients aujourd'hui pour être en mesure d'accompagner le care. Et c'est vrai que ce qu'on dit aujourd'hui, Magali est formatrice, on donne des formations depuis de nombreuses années sur des sujets en lien avec tout ça. Et ce dont on parle, en fait, c'est construit à partir des échanges qu'on a avec les participants et des discussions qu'on peut avoir sur le sujet. Juste, on voulait vous faire un petit point sur nos références, toutes les pensées qui ont nourri notre réflexion. Alors, le livre qui a donné un peu le point de démarrage sur le soin, en tout cas le prendre soin, c'est Le soin des choses de Jérôme Denis et de David Ponty. Ensuite, on a beaucoup lu autour du care, le que sais-je de Fabienne Brugère. J'aime beaucoup Hartmut Rosa, ce qu'il écrit autour de la résonance. Ce gros livre aussi qui s'appelle Reliance, qui est écrit par un collectif, les ouvrages de Cynthia Fleury et de Marielle Massé, mais c'est pour n'en citer que quelques-uns, parce qu'ils sont nombreux à écrire sur ce sujet. Alors, on va commencer par définir le prendre soin, déjà de savoir de quoi on parle à la base. En fait, on pourrait faire une journée d'études rien que sur ce sujet. Avant toute chose, il y a quand même une précision qui nous paraît importante à ce stade, c'est qu'il ne s'agit pas de développement personnel. Le développement personnel repose quand même sur l'idée que tout tourne autour de l'individu, dans une logique qui est quand même très volontariste.
tu trouveras tout en toi, tu as toutes les ressources en toi, etc. Il faut que tu te bouges. Et ce n'est pas du tout cette logique-là qu'on porte, puisque en fait, les ressources extérieures, les ressources intérieures, on les trouve à l'extérieur et on passe notre temps à intérioriser en fait, toutes ces ressources extérieures. Donc, il nous paraît vraiment important de souligner le réseau d'interdépendance qui est au cœur de la notion du prendre soin. Voilà, ce n'est pas soit tout seul, individualiste, c'est vraiment soit avec les autres. Et si on se penche sur l'étymologie du prendre soin, le CARE en anglais, donc, le dictionnaire permet vraiment de généraliser cette notion au-delà du champ médical et même relationnel. Alors, j'ai été fouiller le trésor de la langue française, en bonne bibliothécaire, et il développe donc 4 acceptations que je vais vous lister. La première, elle évoque le souci, la préoccupation. Ça va être l'élocution verbale, prendre soin et avoir soin d'eux. C'est l'état de veille, de vigilance qu'on connaît bien. La deuxième, elle renvoie à la responsabilité que l'on doit assumer ou que l'on confie à quelqu'un, parfois, à qui on laisse le soin d'eux. J'insiste sur cette notion de responsabilité qui me paraît vraiment essentielle. Ce n'est pas une responsabilité juridique ou politique, mais vraiment une responsabilité d'ordre éthique. Il y a une responsabilité qui m'incombe face à la vulnérabilité, sachant que cette vulnérabilité peut être la mienne aussi. La troisième acceptation, ce sont les soins au pluriel, donc des actions par lesquelles on prend soin d'une personne, des actes de sollicitude, des attentions, des services. Et ça peut concerner aussi les objets ou les êtres vivants, non humains, des plantes par exemple. Et la quatrième et dernière, c'est une appréciation normative, c'est prendre soin, c'est la manière avec laquelle on fait les choses, de manière soigneuse, soigneusement, avec soin. Alors il faut faire aussi attention parce que le prendre soin, le CARE, c'est pas un maternage, c'est pas une histoire de bons sentiments, de bisounours non plus. Même si cette notion, elle est déjà à la base très largement associée de manière totalement disproportionnée aux femmes, aux minorités ethniques et aux classes ouvrières. Je peux vous assurer qu'ayant fait des stages dans des EHPAD, dans des maisons d'accueil de personnes handicapées, mais c'en est caricatural. Et donc la notion de CARE, pour ma part, moi je l'ai découverte beaucoup dans ces institutions hospitalières, d'aide médicalisée, notamment en soins palliatifs. Et là, je vous fais référence à Cicely Saunders, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, qui est l'infirmière à l'origine des soins palliatifs à la fin des années 60 à Londres. Et à ce moment-là, elle va opposer 2 notions, le care, le soin, et le cure, guérir. Et elle explique que lorsqu'il n'est plus possible de guérir, il est encore possible de soigner. Et c'est ce qui va faire l'origine en fait, des soins palliatifs. Et l'idée qu'elle développe, c'est en fait de prendre en compte l'ensemble du patient dans sa globalité, son corps, son esprit, son âme, son nom, son histoire, ses proches, tout ce qui le constitue. Et le patient, c'est vraiment un être autonome et qui est sujet et non objet de soins. Et ça, c'est une nuance très, très importante. Et dans un article de 1972, elle écrit « Nous sommes concernés par des personnes et nous le sommes en tant que personnes. » Et je pense que c'est essentiel vraiment de revenir à la personne et de se défaire de toutes ces étiquettes que nous avons tous, selon les contextes ou les lieux dans lesquels nous allons, et de revenir vraiment à cette notion centrale. Donald Winnicott, lui, le pédiatre, que vous connaissez sûrement, définit le CARE comme l'intérêt qui est porté à quelqu'un. C'est un rapport de confiance et comme une extension d'un concept qu'il a beaucoup développé, le holding, qui est le portage, en fait, comment la mère ou la personne qui s'occupe de l'enfant porte son enfant, que ce soit d'un point de vue physique, pour contenir ses angoisses, donc le bercement, porté dans les bras, ou d'un point de vue psychique aussi. Et globalement, en fait, quand on creuse vraiment cette notion autour du CARE, on se rend compte que les anthropologues, les philosophes perçoivent vraiment le soin comme le socle des relations entre les hommes. Philippe Barrier, qui est philosophe, lui, va expliquer que toute relation, je cite, éthique à l'autre est une relation de soin. Et nous vous avons mis ici 2 citations, une de Joanne Tronto et une autre de Cynthia Fleury. Et je ne vais pas vous les lire, vous aurez le support après. Mais dedans, il y a quand même 2 idées qui sont essentielles sur cette société du prendre soin. C'est l'idée de vie bonne,
vivre aussi bien que possible. Ça, c'est une idée qui est également développée dans les ouvrages de Rosa Hartmut sur la résonance. Et l'idée aussi d'interdépendance comme une force. Voilà, on y reviendra de toute façon. Et ben, c'est toi. C'est moi. Et je voulais terminer. Le problème, c'est que bien souvent, prendre soin, ça n'intervient qu'en fin de parcours. Et ça, c'est vraiment, à chaque fois, on l'observe. Une fois que les dégâts sont constatés, on se dit « Ah tiens, il aurait fallu prendre soin de ça ». Et Jean-Pierre Lehmann, qui est psychiatre, pose cette question essentielle, qui soigne-t-on ? Réponse, on soigne des victimes de souffrance. Et le problème, c'est que la généralisation du soin, elle est aussi le corrélat d'une généralisation de la souffrance dans une société qui, en fait, sollicite tout le temps exagérément des êtres et les écosystèmes. Et les présentations précédentes aussi nous l'ont montré. Du coup, ça génère des phénomènes d'épuisement. Et si le système nous exténue, des fois aussi, on essaye d'en sortir et de créer du neuf. Et puis, on s'épuise à essayer de le faire. Donc, comme vous le voyez, au-delà du monde médical, vraiment, ces problématiques touchent l'ensemble du monde professionnel, et ce, quel que soit le secteur d'activité. Vous avez compris que là, on parle beaucoup du prendre soin, c'est un peu le fil rouge. Et donc, pour illustrer ce fil rouge, on s'est dit qu'on pouvait avoir un fil rouge avec nous. Ce fil rouge, on vous propose de le faire passer dans la salle avec... Hop. Merci. Donc, c'est une pelote de laine. L'idée de cette pelote de laine, c'est que la première personne la récupère, et puis après, on fait passer aux participants suivants de façon à dérouler le fil. On va dérouler le fil. Si on arrive au bout de la pelote, on a une autre pelote qui permet de faire ça. Donc jusqu'à ce que le fil soit passé un peu partout. Pour ceux qui sont à distance, qui nous suivent en visio, que votre webcam soit allumée ou pas, je ne sais pas si vous pouvez allumer votre webcam d'ailleurs, on vous invite quand même à trouver quelque chose qui, autour de vous, pourrait faire office de fil, de ficelle, d'un bout de scotch, quelque chose qui vous permet de l'accrocher. Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça, d'après vous ? On part du principe que le travail nous éloigne souvent du sensible, du monde sensible. On est peu avec des objets. On est dans une ère numérique, le numérique est très présent. On passe beaucoup de temps quand même à parler de l'IA aujourd'hui, mais du numérique en général. On a parlé de télétravail tout à l'heure. On s'éloigne beaucoup de cet aspect sensible-là, et ça nous semble important. Aujourd'hui, vous avez par exemple Reinert Mittelsen, qui est responsable des bibliothèques de Tøyen, donc c'est au large, dans la banlieue d'Oslo, qui centre son action en disant qu'on est dans la post-digital era, donc l'ère post-numérique, et qu'à partir de là, ok, il y a le numérique, il y a tout ce qu'on fait autour du numérique qui est très intéressant, mais en fait, nous, en tant que bibliothèque, on est bien placé pour le savoir, il ne faut pas oublier l'intérêt de ce point sensible qu'il peut y avoir à se raccrocher comme ça à des choses, à des objets, dans le cadre de nos actions. Donc le fil, c'est un symbole facile, bien sûr, mais c'est aussi une façon simple de créer un lien entre participants. Vous le voyez, ça commence déjà. Prendre conscience de l'importance de prendre soin de son environnement qui nous entoure, mais des autres aussi. Et enfin, notre responsabilité, Magali parlait de responsabilité dans le prendre soin, notre responsabilité à dérouler le fil, elle est collective. Voilà, on va laisser le fil continuer à être déroulé. Pendant que vous continuez à dérouler le fil, je vais vous lire cette longue citation, pardon. Ah, merci. Donc de Marielle Massé, dans Nos cabanes, publié chez Verdier. Nous en nous. Cette formule entraîne, elle a la justesse du poème, infaillible. On y reçoit le nous, comme une sorte d'appel. Oui, faisons-le, nous en nous. Le pronom, il devient une modalité du verbe, que l'on conjugue de beaucoup de manières. Nous en, accomplissons des nous en encore. Imaginons d'autres façons d'être à plusieurs, de se lier, de se toucher, peut-être juste de se frôler. On n'y entend que dans le mot nous quelque chose, mais quoi au juste ? Ce nous doit se nouer et pourra donc aussi bien se dénouer. On se dit que nous est une affaire de lien,
d'attachement, de mêlement, d'interdépendance et d'arrachement, et de démêlement et de dénouement, plutôt que d'appartenance ou d'identification. Alors maintenant, je vous invite à rencontrer la notion du prendre soin au travers de 10 notions clés que j'ai un petit peu établies. Alors vous allez voir, c'est plein de gros mots. Je ne sais pas si on parle de bienveillance, je ne crois pas. Tout d'abord, prendre soin suppose de réinventer notre relation au temps. Ouais, c'est marrant, on en a parlé ce matin. Les Grecs opposaient en fait 2 temps, le temps chronos, le temps objectif du quelle heure est-il, du tic-tac de la montre, de l'urgence, de la vitesse, au temps kairos, qui est le temps ressenti, immatériel, poétique, ce petit temps de la fulgurance de l'instant, là, donc, quand vous êtes dans un flot. Et donc il s'agit vraiment de retrouver ce que le journaliste Carl Honoré nomme le temps juste. Ça suppose donc aussi de connaître ce qui vous nourrit et ce qui vous régénère, et puis d'y choisir, d'y consacrer du temps, ce qui est loin d'être une chose évidente. Le deuxième point, pour moi, ça va être entrer en résonance. Ça, c'est Hartmut Rosa qui en parle beaucoup, et très bien. Et c'est très lié au temps, en fait, puisque la résonance a partie liée avec les fondements de notre existence. C'est entrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose qui a été important pour nous. Donc ça va être une rencontre, ça va être une œuvre d'art, ça va être de la nature. Et si on vous demandait, là, dans la salle, quelle était l'année dernière l'expérience de travail que vous avez faite et qui a été la plus importante pour vous, il est fort probable que vous racontiez l'histoire d'un moment de résonance, en fait, où vous êtes rentré en résonance, parce que nous percevons vraiment en tant qu'être humain une forme de réussite qui est liée à la façon d'entrer en relation. C'est aussi reconnaître la force de nos vulnérabilités. Alors ça, c'est Cynthia Fleury qui en parle très bien. Nous vivons dans une société qui est vraiment une société du culte de la performance et de la rentabilité, quand même si en bibliothèque, on essaye de faire le pas de côté. La dépendance et la vulnérabilité, en fait, ne sont pas des accidents de parcours, loin de là, qui n'arrivent qu'aux autres. Et Cynthia Fleury rappelle que nous sommes vulnérables, en fait. C'est notre condition d'être humain. Donc, tout le monde dans cette salle est vulnérable. Point. Et c'est vrai qu'elle envisage le soin comme le souci de rendre capacitaires les individus, c'est-à-dire de redonner aux personnes des aptitudes et la souveraineté dans qui elle est. Ça va être aussi cultiver l'empathie. Alors l'empathie, on va la définir déjà, parce que ça aussi on en parle beaucoup. C'est la faculté de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Donc c'est vraiment se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre. C'est très différent de la sympathie, où là ça va être une contagion des émotions, c'est souffrir avec l'autre, et de la compassion qui est un poil encore plus loin que la sympathie. Voilà, c'est une sympathie très très forte. Et la posture d'empathie, c'est vraiment une qualité de présence à l'autre, sans pour autant confondre nos ressentis avec les siens. Et ça, c'est hyper important. Et ça suppose donc aussi une conscience de soi et une sensibilité à nos propres émotions. Et ça rejoint ce que je vous disais dans le rapport au temps aussi. De la douceur. Alors, elle est très liée à l'empathie, la douceur, mais elle n'est pas réservée qu'à la sphère privée. Il y a Anne Dufont-Mantel, philosophe, qui note, et là je vous cite ce qu'elle dit, qu'être doux avec les choses et les êtres, c'est ne pas vouloir ajouter à la souffrance, à l'exclusion, à la cruauté et inventer l'espace d'une humanité sensible, d'un rapport à l'autre qui accepte sa faiblesse. Et moi, en tant qu'art thérapeute, là maintenant, quand on me parle de douceur, tout de suite, moi je pense au toucher, je pense à une exploration sensorielle. Quand j'accompagne des gens en fin de vie dans leur lit, oui, la douceur, elle est hyper importante, vous doutez bien. Mais au final, c'est cette sensation-là aussi que vous apportez en bibliothèque quand vous faites venir des chiens, des lapins, des hamsters pour des séances de médiation animale, pour apaiser le stress des étudiants, pour apaiser la solitude des personnes, etc. Donc ça me paraît important aussi que vous ayez conscience que voilà, vous le faites. Les notions d'entraide et d'altruisme. Alors là, les biologistes en fait, ont montré depuis longtemps que les organismes qui s'entraident sont ceux qui survivent le mieux. Et vraiment, l'idée, c'est de s'inscrire dans le mouvement cyclique d'une réciprocité indirecte du donner, recevoir, rendre,
donner, recevoir, rendre. Voilà. Accroître notre résilience. Alors, le mot résilience, c'est lui aussi un peu utilisé à toutes les sauces. C'est un mot qui est issu à l'origine de la physique, de la psychologie et de l'écologie. Voilà. Et donc, si on doit le définir, ça évoque notre capacité à affronter, à supporter, à traverser des chocs, des crises et des tensions extérieures, en gardant son intégrité. Donc, ce que ça ne veut pas dire, la résilience, ça ne veut pas dire se montrer fort en toutes circonstances, et encore moins tout accepter sans broncher. Mais c'est plutôt l'idée d'accueillir ces fragilités, d'être capable de les nommer, et d'être accueilli aussi en tant que tel, évidemment, quand vous le faites. Et Boris Cyrulnik, que l'on pourrait considérer comme le père de la résilience, explique qu'un être altéré ne peut s'en sortir que grâce à d'autres êtres vivants. Donc vous comprenez l'importance du collectif. L'idée aussi de changer de regard, qui est très importante, c'est vraiment l'idée de sortir des étiquettes, alors que ces étiquettes soient médicales, sociales, identitaires, qui, même si dans un premier temps, elles nous permettent une reconnaissance importante, c'est important, voilà, de savoir qu'on peut être reconnu comme ayant des besoins spécifiques, mais elles stigmatisent aussi les personnes, parfois quand elles sont poussées trop loin, et bien se rappeler que nous ne sommes pas au service d'étiquettes non plus, nous sommes au service de personnes qui ont leur histoire propre. Voilà. Se créer des espaces de respiration aussi. Alors là, je vais citer Marielle Massé dans Respire, un autre petit livre très très chouette, qui dit que pour respirer, en effet, il faut de l'air, mais surtout une qualité de lien, de paysage, d'avenir. Beaucoup de personnes avec qui respirer, en qui espérer et qui puissent se respirer en vous. Tout un monde en vérité. Et plus loin, elle ajoute, en sorte que chacun sent que par l'air qu'il expire, en buée, en déchets, mais aussi en gestes ou encore en phrases, il concourt à produire ce qu'on appelle l'air du temps. Je dis en phrases parce que personnellement, c'est aussi le soin pris à la parole et à ce qu'on s'y réserve jour après jour les uns aux autres qui me donne plus ou moins à respirer. Et on va terminer par la notion d'humilité. Alors l'humilité, qui est en bas, à côté de la terre. La racine étymologique veut tout dire, puisque humus, c'est bien la terre. C'est la terre à laquelle nous allons tous revenir, normalement. Spoiler alerte. Et du coup, les imperfections, les manques, les erreurs sont vraiment des composantes essentielles du vivant, que ce soit de nos existences individuelles ou de la vie des collectifs. Et il s'agit vraiment de comprendre toutes ces interdépendances sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre, mais aussi de notre finitude, de nos fragilités, de nos limites et de notre vulnérabilité, et pour autant sans être écrasés et anéantis par toute cette conscience-là aussi. Voilà, et maintenant on va se demander comment le prendre soin est compatible avec l'innovation. Oui, effectivement, l'appel à l'innovation, il est très fort dans nos métiers quand même. Toujours la volonté de faire mieux, toujours, à moyen constant souvent. Du coup, ça pose vraiment la question du comment. Et là, c'est un comment qui a vraiment du sens en termes d'innovation. Comment est-ce qu'on peut bien développer? Pour nous, la réponse, c'est qu'il faut s'appuyer sur une base saine. Dans leur essai « Le soin des choses, politique de la maintenance », Jérôme Denis et David Ponty explorent notre société sous le prisme d'acteurs innombrables qui œuvrent au quotidien pour empêcher le dysfonctionnement de notre écosystème. On pense forcément à nos ERP, souvent, qu'on gère en tant que bibliothécaire, dans lequel la question de la maintenance est très importante. Et au-delà, en fait, la maintenance s'applique aussi, peut-être de façon plus générale, c'est une autre façon de prendre soin, de considérer les choses, les objets, comme des choses qui méritent une attention particulière. Cette conscience du soin continu apporté à notre environnement, c'est un prérequis. Une fois que le cadre est posé, on peut quand même remarquer que depuis plus d'une décennie, il y a beaucoup de nouvelles méthodes innovantes qui sont introduites en bibliothèque, qui arrivent et qui ne sont pas forcément compatibles avec nos façons de faire. Je vais prendre 3 exemples. Les méthodes agiles d'abord, des méthodes issues du domaine informatique qui sont apparues en bibliothèque par petites touches souvent, et souvent par le biais d'équipes d'informatique documentaire, d'informatique.
On peut ressortir de ça, ressort quand même quelques idées qui sont reprises en bibliothèque, qu'on voit dans des collectifs de travail, avec par exemple les stand-up meetings. Donc on en a parlé tout à l'heure, enfin c'est pas nous qui en avons parlé, mais ça a été abordé, les stand-up meetings, donc des réunions où on est debout, mais aussi des sprints, donc des choses où on se libère un temps pour travailler sur un projet dans un temps court, pour caricaturer, ce qui n'est pas forcément compatible avec notre temps long à nous. Je vais prendre un deuxième exemple, celui du design thinking. Donc le design thinking, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui, c'est le buzzword dont on parle beaucoup, qui est très développé. Il y a beaucoup de journées d'études sur le sujet. On voit que c'est quelque chose qui est bien pris en compte, qui est apparu quand même depuis les années 80, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui, en tant que méthode de gestion de projet notamment, est de plus en plus développé. On peut se dire que par rapport à la gestion de projet classique et le diagramme de Gantt qu'on va faire, qui va faire un beau projet de 18 mois, qui va mal gérer les aléas, c'est une alternative qui peut être intéressante. Et ça apporte quand même l'idée des cycles itératifs, de l'adaptabilité, de l'adaptation qu'on peut avoir par rapport à quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, est quand même très important dans notre façon de travailler et qui est compatible avec un prendre soin qui ne sera pas trop difficile à installer dans une équipe. Le dernier exemple, c'est celui de l'UX design. Alors, je parlais de design thinking à l'instant. On est un peu dans la même chose si on considère les choses en termes de gestion de projet. Le développement de l'UX design aujourd'hui, il est extrêmement fort, mais il y a un mais, et c'est comme les autres outils dont je parlais avant pour les autres méthodes. Il y a un risque, c'est parfois, je pense qu'on a tous été témoins malheureusement d'une situation où quelqu'un a voulu vous inviter à une réunion où on va faire un brainstorming, on va sortir des post-it, et puis malheureusement, cette réunion, elle n'a pas été assez bien préparée. Il n'y a pas un objectif assez clair. On n'a pas assez discuté du processus de décision qu'il allait y avoir après. Et du coup, on se retrouve dans une forme de déception par rapport à ce qui se passe. On se dit, en fait, le fonctionnement classique, il est peut-être mieux. Je pense qu'il y a une critique cette critique-là, elle est bienvenue, mais néanmoins, il faut quand même noter le fait que ça permet d'avancer, ça apporte des choses intéressantes. En particulier, je voudrais parler maintenant du Slow Librarianship. Donc, c'est un concept qui a été développé en 2017 par Julia Glassman dans un article qui s'appelle The Innovation Fetish and Slow Librarianship. Donc Slow Librarianship, donc slow pour lent. L'idée qu'elle développe et qui va être reprise en 2025 dans un ouvrage collectif qui va être publié qui s'appelle Slow Librarianship Reflections and Practices en 2025 donc. L'idée, c'est de dire que les relations interpersonnelles, les échanges, c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre. On est dans nos contextes de travail, dans une situation où on s'éloigne du sensible, mais on s'éloigne aussi de ces relations interpersonnelles, et s'arrêter un instant, réfléchir à tout ça, peut nous apporter des choses. Dans son article, Julia Glassman donne un exemple, celui de la start-up Juicero, que vous vous souvenez peut-être, c'était il y a quelques années, une start-up de la Silicon Valley qui a fait très importante levée de fonds pour lancer un produit révolutionnaire qui était une sorte de machine qui permettait de faire des jus de fruits. Oui, c'est ça. Cette machine, en fait, il fallait acheter des sachets de fruits prédécoupés, on la mettait dans la machine, un peu comme les capsules de café, on appuyait sur le bouton et ça faisait un jus de fruits. C'est un bijou technologique. Des personnes qui avaient acheté le produit avaient regardé à l'intérieur, ils avaient vu qu'il y avait un travail, un soin apporté même à l'intérieur, à l'usinage des pièces qui était incroyable. Le créateur était très fier du fait qu'il fallait que le moteur avait une force de 4 tonnes, donc l'équivalent de 2 Tesla. Voilà, donc un produit waouh, vraiment de l'ingénierie très très bien faite. Le produit a été lancé, la machine coûtait quand même 700 $, c'est assez important pour faire des jus de fruits. Et puis en fait, dès les premiers jours, les premiers utilisateurs se sont rendus compte que les sachets prédécoupés qu'on achetait à côté, en fait, il suffisait de le presser au-dessus d'un verre et ça faisait un jus de fruits. Bon, catastrophe pour Juicero qui se dit mais non, en fait, notre machine a fait des très bons jus de fruits. Bon, au bout d'une semaine, ils ont quand même baissé le prix à 400 $. Malheureusement, il était déjà trop tard. L'entreprise n'a pas survécu. La conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Pour moi, il y a plusieurs aspects, mais ça montre qu'un beau projet, ce n'est pas forcément un très nouveau projet. Et puis, ça fait écho quand même aussi au développement ces dernières années du slow-tech, du low-tech, pardon, pas le slow-tech. L'idée que la technologie low, basse, la basse technologie, peut-être l'évitement des technologies numériques dans certains cas, pouvait aussi être considérée comme vecteur d'innovation, dans un contexte qui serait celui d'une sobriété, d'une écologie
qui serait peut-être plus compatible et en accord avec les attentes des personnes aujourd'hui. Si on prend en compte le slow librarianship, diminuer son activité, c'est bien. Alors peut-être que certains d'entre vous vont me dire, mais non, ça va pas de soi, c'est pas forcément bien de diminuer son activité. Je pense néanmoins qu'on peut faire moins pour faire mieux, mais pour faire ça, ça veut dire accepter de réduire son activité par rapport à certaines choses, de dresser des priorités. On est dans un processus d'amélioration continue. Alors je ne parle pas de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux, mais quand même, il y a ce terreau-là qui existe. Et je pense qu'il y a une cohérence à se dire qu'aujourd'hui, on peut aller vers là. En somme, la place que peut occuper l'innovation dans nos métiers, c'est celle que l'on veut bien accorder à ce qu'on accepte légitime. Et il nous semble important de laisser plus de place à la créativité et pour ça, à l'observation. Je laisse la parole. Alors vous avez petit vu sous la douche parce que Einstein disait qu'il trouvait toujours des idées sous la douche. Il ne comprenait pas pourquoi. Donc je vais vous parler de créativité. Alors il existe de nombreuses définitions de la créativité. Là aussi, on pourrait faire une journée d'études rien que sur le sujet. Je vous en ai choisi une d'un psychologue et puis d'un enseignant-chercheur sur la créativité, René Bernèche, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous la lis. La créativité, c'est prendre le risque d'exprimer son originalité, l'unicité de sa personnalité, telle qu'elle émerge du processus associatif, des sensations au concept et telles que révélées dans l'inédit, l'inouï, etc., soit dans l'œuvre qui se détache de cet individu unique. Alors on retient ici que la créativité, en fait, c'est un risque à prendre, que c'est l'expression de soi, de sa personnalité, de sa subjectivité, et c'est d'autant plus un risque à prendre que c'est soumettre au regard des autres quelque chose qui peut en fait être très intime. Donc ça souligne aussi l'importance de la capacité du collectif à recevoir tout ça. Joy Paul Gifford, qui lui est psychologue et professeur de psychologie aux États-Unis, est lui à l'origine des notions de pensée divergente et convergente dont vous êtes sûrement déjà très familier. Alors juste pour rappel, la pensée divergente, ça va être l'étape d'ouverture aux idées, ça va être laisser la place à l'imagination sans la moindre critique. On ne censure pas, on ne juge pas ce qui vient. La pensée convergente, ça va être vraiment l'étape secondaire de sélection des idées. On prend du temps pour transformer ces idées-là, pour en tirer le fil rouge et pour répondre à un besoin. Voilà pour ces deux notions. Et il est, ce monsieur aussi, à l'origine de 4 capacités de la créativité, que sont la fluidité, c'est être capable de donner un grand nombre de réponses sans filtre, l'élaboration, être capable de développer une idée, la flexibilité, être capable de changer de regard, de sortir du cadre, et l'originalité, qui est un peu le résultat des 3 premières. Une 5e a été ensuite ajoutée par un autre monsieur qui s'appelle Paul Torrance, qui est un psychologue américain, et qui est le lâcher-prise. Et ouais, celle-là, elle est importante. Parce que cette capacité-là, c'est ne pas céder à l'autocensure, c'est être capable d'interpréter et de transgresser les règles, et c'est surtout être capable de s'estimer soi-même capable de produire des idées. Et ben, je vous assure qu'au fil des formations qu'on a pu faire avec Thomas, c'est pas si évident que ça. Alors Philippe Brasseur, lui qui est aussi un autre auteur de nombreux livres sur la créativité, rappelle que les premières idées qui viennent sont souvent des idées automatiques, en fait des choses que l'on connaît déjà et puis que votre cerveau va vous servir sur un plateau. Et qu'il faut savoir purger la banalité. Alors dans le sens médical, purger, c'est bien ce que vous imaginez, c'est enlever la merde. Donc pour pouvoir après accéder à l'originalité. Donc pour être créatif, il faut avoir ce courage, cette humilité-là aussi, de se dire qu'on va sortir de la merde, qu'on va sortir des idées banales, médiocres, et qu'on va aller progressivement vers ce processus-là d'idées intéressantes et qui vont valoir la peine d'être développées. Sauf que pour faire tout ça, il faut du temps. Et si vous êtes toujours dans un contexte d'urgence permanent à avoir la tête sous l'eau, vous ne trouvez pas ce temps-là pour développer vos idées. La créativité aussi, elle n'est pas limitée aux artistes ou aux génies créatifs, contrairement à ce qu'on imagine. Moi, j'ai plein de gens qui me disent tout le temps « Ah, mais moi, je ne suis pas créatif, je ne sais pas faire. » En fait, dès qu'on se lève le matin, on est créatif. Mais ça reste quand même une énergie qui se travaille comme un muscle.
c'est un potentiel qui est très largement sous-exploité. Il faut imaginer un petit peu, en termes de comparaison, que si moi, par exemple, on me demandait de courir un semi-marathon demain, là, alors que je cours jamais, j'irais un peu droit à la catastrophe. Une équipe, vous lui dites, maintenant, tu vas être créative, alors qu'elle n'a jamais l'habitude de tout ce processus-là, ça risque d'être un peu pareil. Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée aussi de sensibiliser les équipes à des temps créatifs, à la motivation à créer, à cette culture du réessayer. Oui, quand on est créatif, il y a plein de fois où ça ne marche pas. Et à l'émergence donc d'une confiance créative. Oui, je peux. Yes, I can. Et que chacun et chacune puisse s'estimer capable d'être créatif. Et donc, pour terminer cette partie sur la créativité, j'avais envie de vous partager, moi, quatre idées qui m'ont beaucoup apporté sur mon chemin depuis plusieurs années. La première, c'est commencer là où l'on est, adopter la posture du débutant et d'une certaine manière aussi terrasser son dragon intérieur. On a tous des pensées du style « tu n'as jamais fait ça, tu n'es pas capable, tu as vu les délais sont trop courts, tu n'y arriveras pas, etc. » Et souvent aussi, on considère, et ça on l'a souvent constaté avec Thomas, que quand on considère qu'on ne sait pas assez, on attend d'être prêt. On lit plein de livres, on fait plein de formations, et on se dit que tant qu'on ne sera pas prêt, on ne va pas faire. Or, la perfection, c'est totalement un fantasme. Voilà. Et que si vous croyez que ce que vous allez produire doit être dès le départ parfait ou quasiment en l'état pour être développé, vous allez rester dans ce que vous connaissez très bien parce que vous ne pourrez pas faire autrement en fait. Et c'est très dur aussi quand on est un adulte, surtout quand on est un professionnel depuis X années, qu'on a plein de compétences, qu'on a beaucoup d'expérience, de se mettre dans la posture du débutant et d'accueillir aussi tout l'inconfort qui va avec cette posture-là. La deuxième idée, c'est l'idée d'explorer son quotidien, de porter attention à ce qui vous entoure en fait, avec un regard le plus neuf possible. Et ça aussi, c'est pas si évident que ça n'en a l'air. Je vous invite vraiment à essayer de regarder le monde comme si vous deviez le décrire. Je ne sais pas si vous avez lu un très beau roman qui s'appelle Les yeux de Mona de Thomas Schessler. Voilà, où c'est un grand-père qui qui se promène avec sa petite fille, qui va perdre la vue dans les musées et qui lui décrit 52 œuvres artistiques. Mais c'est un petit peu ça l'idée. De garder aussi un journal, un carnet de vos découvertes, de ce qui vous marque, de collectionner un peu des papiers, des tickets, de tout ce qui vous appelle, même des assemblages de couleurs qui vous marquent. Et vous verrez, après, c'est assez impressionnant de voir, parfois, ça repose pendant des mois, des années. Et un jour, un projet vient, et puis vous vous dites « Ah, mais ça, c'est pas mal ». Et vous le réutilisez souvent bien plus tard, alors que vous ne saviez même pas trop pourquoi vous l'aviez gardé. Une autre idée, là, ça y est, j'introduis mes marottes. Celle de garder trace. Alors là, je vais parler de Lynda Barry, parce que j'adore Lynda Barry. Lynda Barry est une BDiste, une artiste de BD américaine. Elle est professeure aussi dans une université américaine, Wisconsin-Madison. Elle a été la première à gagner le prix Will Eisner, la première femme en tout cas. Et dans l'année, donc pendant ses cours, elle demande à tous les semestres à ses étudiants de remplir ce qu'on appelle des composition books. Vous le connaissez, c'est les carnets lignés avec une couverture marbrée noire et blanche américaine là, qu'on voit partout dans les films et les séries. Et elle leur demande d'en remplir 3-4 et elle les évalue à la fin de l'année là-dessus. Mais alors dedans, ces composition books, elle leur demande de garder trace de leur quotidien. Donc elle les conseille, leur conseille d'y mettre des notes de cours, des gribouillis, des tickets, leur agenda, des articles, des recettes, des citations, des insultes, parce que parfois ça fait du bien, des souvenirs, des dessins de spirales, parce qu'elle conseille de faire des spirales pour se détendre, et des daily diary, donc des petits journaux, parce qu'elle s'est rendu compte que tenir un journal, c'est quand même pas si évident que ça sur la durée. Et donc c'est un journal de bord qui vous prend, top chrono, 5 minutes. Vous listez dans les parties hautes de la page 7 choses que vous avez faites, 7 choses que vous avez vues, en dessous, une chose entendue et un petit gribouillis de 30 secondes. Et voilà, vous avez fait votre petit journal de la journée.
Alors l'idée derrière ça, c'est vraiment de muscler son attention, son sens de l'observation aussi, parce que souvent on ne fait pas très attention à ce qui nous entoure, et de garder trace pour ensuite pouvoir piocher dans cette mosaïque et alimenter son travail créatif. Et dernière marotte, remplir sa mare. Alors il y a quelques années, ça fait un paquet d'années maintenant, j'ai lu « Libérer votre créativité » de Julia Cameron, qui est un livre assez connu sur la créativité. Et dedans, elle fait une métaphore dans laquelle elle explique qu'en nous, on a en quelque sorte une mare dans laquelle les poissons seraient des idées. Donc, à chaque fois que vous avez une idée, vous pêchez dans votre mare. Puis vous pêchez, vous faites de la surpêche. Et vient un moment où, tiens, la mare est à sec, il n'y a plus d'idées. C'est la page blanche, c'est la grosse fatigue, le gros trou, voilà, il n'y a plus rien qui sort. Je pense que ça vous est arrivé, moi ça m'arrive régulièrement. Et en fait, elle explique que si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de l'écosystème de votre mare, d'aller vous inspirer, d'aller voir des belles choses, de rester même bullé devant une fenêtre, de dormir peut-être, vous ne pouvez pas régénérer en fait, cet écosystème si vous passez votre temps à aller piocher dedans. Et donc ça, c'est hyper important aussi de prendre soin de vous pour pouvoir continuer à être créatif. Allez, vous avez fait la pelote, on continue. Alors, pour vous aider à intégrer corporellement, parce qu'on a parlé du corps tout à l'heure avec le chêne à palabres, ce que vous venez d'entendre, on vous propose un court exercice d'exploration sensorielle, 2-3 minutes, pas plus. Alors, on a pris conscience que vous aviez laissé vos sacs, probablement pour la plupart à l'entrée, donc je ne sais pas si ça va marcher, mais on tente. Nous vous invitons à mettre de côté vos ordinateurs, parce que c'est surtout des ordinateurs que je vois, ou des stylos. Voilà, on met ça de côté, on garde le fil pas loin, mais peut-être qu'on le lâche, si c'est possible. Ouais, il va falloir vos mains. Et on vous invite à prendre votre trousseau de clés. Alors, si vous n'avez pas de trousseau de clés, parce que le sac, il est là-bas, un objet que vous connaissez bien. Voilà. Vous avez bien quelque chose que... Cling, cling, cling. Ouais. C'est chaud. Il nous reste 5 minutes. Oh la vache. Mais toi, du coup, on fait quand même. Oui. Ok. Donc maintenant que vous l'avez entre les mains, je vous invite à manipuler ce trousseau de clés que vous connaissez sûrement par cœur, de le regarder sur toutes ses coutures, au travers des couleurs et des formes qui le composent, et essayez justement de le regarder comme si vous le découvriez pour la première fois. En ce moment, en fait, vous faites une découverte inédite, vous êtes un extraterrestre qui est arrivé sur la planète Terre, et vous tombez sur cet objet étrange. Et maintenant, pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous invite à fermer les yeux, ou du moins à ne plus regarder votre objet si vous êtes mal à l'aise avec le fait de fermer les yeux, et de poursuivre cette découverte par vos autres sens. Alors, on déconseille le goût. Même si vous avez faim, vous ne faites pas ça, c'est pas très propre. Quelle est la chaleur des différents éléments qui composent cet objet ? Le bruit quand vous les bougez, peut-être. Leur odeur, est-ce qu'elles ont une odeur ? Leur forme, leur granularité. Est-ce que tous les éléments sont rigides sous vos doigts ? Peut-être qu'il y a des éléments mous, élastiques. Et essayez de laisser un peu votre imagination s'envoler et de produire des images si vous en avez qui viennent. Là, vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Alors, le pourquoi de cet exercice ? Non, vous n'êtes pas dans un atelier d'art-thérapie. On est dans une société qui survalorise le visuel très largement et qui sous-estime en fait l'importance de la combinaison des sens dans toutes sortes d'expériences, et notamment la créativité.
Et le toucher, par exemple, c'est notre seul lien, c'est le seul organe, la peau, qui est en lien direct avec le monde. L'odorat, lui, c'est le sens qui est le plus connecté à vos souvenirs. Donc vos premiers souvenirs, généralement, sont très liés à votre odorat. Et voilà, avant de continuer sur la question du management, je vais m'assurer que tout le monde remette bien ses clés dans son sac, parce qu'on n'est pas responsable si ce soir vous restez coincés. Concrètement, voilà, vous devez vous dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça dans nos situations de management? Il y a clairement l'enjeu de l'accompagnement au changement par rapport à des sujets pareils. Et puis pour nous, travailler autrement, c'est par exemple marcher à deux, dehors, avec un collègue, une collègue, pour avoir une réunion, voire un entretien plus formel. C'est quand même possible de faire ça. En tout cas, moi, je travaille à côté du Jardin des Plantes à Paris. J'ai cette chance-là, c'est une bonne occasion. Travailler autrement, c'est aussi quand on a la possibilité d'aller s'installer dehors, à l'ombre d'un cerisier, et faire sa réunion d'équipe. Je pense vous devez être nombreux à vous dire souvent, ce serait chouette d'aller dehors. Je serais curieux de savoir si au final, la majorité d'entre nous le font ou pas. Et puis travailler autrement, c'est aussi inviter chacun à prendre soin de soi. Donc je vais faire vite parce qu'on est pris par le temps, mais on a par exemple dans ma bibliothèque, là où je travaille, auprès de mon équipe, j'offre chaque année un petit cahier sur le modèle du Composition Book dont parlait Magali, à chacun de mes collègues. Ces cahiers, ces objets sensibles, qui symbolise l'importance de passer du temps à soi pour développer son observation, sa créativité. Et donc ces cahiers, quand je les donne aux collègues, je leur dis, voilà, c'est ton cahier, tu peux l'utiliser comme tu le souhaites, tu n'es pas obligé de l'utiliser d'ailleurs, mais il concrétise un peu ce moment-là que j'invite à chaque collègue d'avoir quotidiennement à son bureau ou ailleurs, où il va pouvoir écrire. Écrire des choses en lien avec le travail, évidemment, mais aussi, s'il le souhaite, écrire des choses de sa vie perso. Et c'est très bien aussi. Dans les faits, la majorité des collègues se sont appropriés cet outil en fait pour prendre soin de soi. Ça n'empêche pas que j'ai un collègue qui le prend pour rédiger tous ses comptes rendus de réunion in extenso. C'est très bien. J'ai un autre collègue qui est quelqu'un de très organisé, qui a son bureau très vide, et il y a ce cahier qui est sur son bureau depuis 6 mois. Et j'ai beau lui demander régulièrement, poser des petites questions curieuses pour savoir, je n'en saurais rien. Je ne sais pas quel usage j'ai fait de ce cahier. C'est pas grave si on ne comprend pas tout. Je pense que la démarche, elle est là, et c'est à partir de là qu'on peut commencer à développer un collectif qui prend soin, qui développe la créativité et l'innovation. Je ne reviens pas sur les réunions parce qu'on en a pas mal parlé. Je pense qu'aujourd'hui, les réunions d'information dirigistes longues, il y en a beaucoup, et on privilégie le passage à des réunions de 30 à 45 minutes maximum pour essayer de proposer d'autres modalités. Donc la to-do list du manager aujourd'hui, elle est très très longue, et nous souvent on se demande mais comment être le manager parfait? Alors personne n'arrive à être parfait, personne n'arrive à avoir la prétention de faire ça. Oui, je sais pas si je vais parler rapidement de cet exemple. Quand je suis arrivé sur un poste précédent, j'étais responsable d'une équipe nouvellement arrivée, très motivée, très engagée, des idées d'innovation plein la tête. On a commencé, en fait, quand je suis arrivé, il y avait un gros désherbage qui était en cours. On a désherbé une grande partie de la section dont j'étais responsable. Et donc des étagères très aérées, très agréables. Et j'arrive un matin très très tôt. Et je me dis, mais en fait, l'étagère du bas, vous savez, la dernière tablette, celle qui n'est pas accessible, autant que je remonte les livres. Donc je fais ça tout seul, je remonte sur plein d'étagères, les livres sur les travées, donc assez fier de moi. Et puis au fur et à mesure de la matinée, de la journée, les collègues arrivent, et personne ne m'en parle. Je me dis, c'est bizarre quand même, ils n'ont pas vu ce travail que j'ai fait. Bon, quelques jours passent, toujours personne ne m'en parle. Bon, je finis quand même par demander à mes collègues, je dis, mais t'as vu, j'ai fait ça. Elle me dit, oui, j'ai vu, oui. On en parle? En fait, donc c'est pour ça que j'ai mis cette image d'une intervention, vous savez, c'est ces trucs à l'américaine où souvent un groupe d'amis va voir une personne pour dire qu'il y a un problème. Donc là, je me suis retrouvé en situation d'intervention avec un ensemble, un collectif, une équipe qui était en complète perte de confiance, à me dire, mais Thomas, qu'est-ce que tu as fait là? En fait, ok, c'est bien de libérer, mais depuis que tu es arrivé, tu nous dis qu'il faut innover, qu'il faut surtout communiquer, que c'est très important de communiquer, de faire les choses de façon collective, en lien les uns avec les autres. Bref, ça a été une expérience pour moi qui a été catastrophique sur le moment, mais qui m'a beaucoup appris en tant que manager sur la différence entre ce qu'on pense faire, ce qu'on dit faire, et puis ce qu'on fait au final. Et je pense que ce genre
ce genre d'aspect, on n'a pas le temps non plus de parler de l'erreur et de l'échec, mais l'erreur et l'échec, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui, dans nos cultures professionnelles, n'est pas du tout valorisé. Je pense que réserver des moments collectifs où on peut arriver à parler, à dire posément les erreurs, les échecs qu'on commet, c'est quelque chose qui peut nous apporter. Et c'est en apportant cette confiance en soi, en osant dire que c'est important de faire confiance, de faire des erreurs pour avoir confiance en soi, qu'on peut collectivement avancer. Il y a donc cet aller-retour, cette tension, mais on va conclure rapidement. D'abord, vous avez cette pelote, donc là, vous devez vous dire ce que vous allez faire de cette laine devant vous alors que vous voulez juste aller manger. On vous propose de l'enrouler, comme vous l'avez déroulé tout à l'heure. Donc si vous voulez bien la passer à la personne suivante. Les personnes en ligne, vous pouvez décrocher le petit fil si vous l'avez accroché à votre webcam. Et donc finalement, je l'ai dit à l'instant, la notion de courage pour nous est très importante. Le fait d'oser, il n'y a pas besoin d'être une personne courageuse, il faut juste se dire qu'on a le courage de faire ça. Je vais te laisser la parole, Magali, pour conclure. Alors, pendant que vous commenciez à dérouler la pelote, en fait, nous vous avons lu une citation extraite de ce petit livre de Marielle Massé, Nos cabanes. Et nous voudrions conclure justement cette intervention par l'espace autre qu'est la cabane. Alors la cabane, c'est un espace qui croise plusieurs champs. C'est à la fois une aire de jeu et un refuge, dans la forêt ou dans la ville, pour un enfant dans le jardin ou dans sa chambre, mais aussi pour des sans-abri, des migrants, des militants dans la rue. C'est un habitat éphémère, un espace de légèreté ou de précarité qui est parfois aussi associé à une démarche de reconquête de l'espace urbain en faveur de l'humain et de la nature. C'est un habitat économique et écologique qui laisse peu ou pas d'empreintes et qui est fait de matériaux de récupération. Donc en fait, c'est aussi un espace qui devient le symbole des luttes contemporaines des pauvres, des faibles, des fragiles contre les dominants. Et Marielle Massé dit dans son livre « Ces cabanes sont animées par une même lutte, celle d'un vivre autrement ». Et le thème d'aujourd'hui, justement, c'est « travailler autrement ». Mais d'où vous le faites, ce travailler autrement? À quoi ressemble votre cabane de manager? Avec quoi venez-vous dans l'institution dans laquelle vous travaillez tous les matins et vous repartez tous les soirs? Quel univers construisez-vous? Comment aménagez-vous votre espace? Et donc ce soir, ce week-end, la semaine prochaine, quand vous voudrez, nous vous invitons vraiment à réfléchir à vos appuis, à ce qui fait la force de votre cabane, mais aussi son originalité. Et dans cette cabane aussi, quels espaces vous permettent de prendre soin de vous-même? Parce que prendre soin de soi, c'est, on l'a vu, à la fois une liberté, mais c'est aussi une responsabilité que vous avez. Voilà, et on vous remercie pour votre attention.